Bonjour Gilles Boeuf, merci d'avoir répondu à cette invitation de PJTV, une nouvelle ligne lancée dans le confinement pour essayer de rassembler les bonnes volontés, poser des questions. On m'a dit l'autre jour que je suis la personne qui pose les questions que les autres ne posent pas, alors j'ai pris ça comme ça. Bonjour Paul. Bonjour Gilles, j'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Alors vous devez être très sollicité, biologiste renommé, écologue, vous avez été à la tête du muséum. Est-ce que vous avez un moment Disons que j'arrive à me les réserver. J'avais le droit à mon heure quotidienne durant le confinement, comme j'habite à 100 mètres du lac de Bordeaux, oui, et qu'on n'avait pas à faire une grippe aviaire, j'ai passé mon temps avec les oiseaux qui m'ont fait des bébés grèbes, des bébés colverts, des bébés milan. C'était sympa. Avec eux pendant mon heure tous les jours, à 2 pas de la maison à Bordeaux. Ah, ça c'est formidable, formidable. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes un favori des jeunes et des enfants en particulier. Je vous ai vu devant un public d'enfants et vous leur avez présenté vraiment les choses qu'il fallait. Vous leur avez posé des questions qui les ont sidérés. Vous leur avez montré par exemple des animaux particulièrement beaux et des animaux particulièrement laids. Et ça marche très bien. Ça, Paul, oui. Et les enfants étaient terrifiés à la vue de ces animaux qui sont en général effectivement d'une laideur confondante. Sur notre critère à nous. Selon nos... Oui, bien entendu. Eux, ils se trouvent bons entre eux et continuent à faire des bébés aussi laids que les parents. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons vu dans le film Alien que cet horrible monstre arrivait aussi à se reproduire d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous ai vu sidérer les enfants en leur posant la question « Qu'est-ce que nous sommes, nous, les êtres humains ?» Et bien entendu, ils répondaient des questions, je dirais, intelligentes pour leur âge, comme on dit, c'est-à-dire, voilà, nous sommes ceci ou nous sommes cela, un grand singe peut-être, etc. Et vous leur avez répondu « Nous sommes essentiellement un grand sac d'eau de mer. » Alors, pouvez-vous nous dire d'abord pourquoi nous sommes un grand sac d'eau de mer? Alors en fait, nous en sommes un comme toutes les espèces vivantes parce que je dis souvent, j'ai des amis qui sont médecins, je dis regardez votre prise de sang la prochaine. Alors on relit tout ça et puis on se rend compte qu'on a du sodium, du potassium, des chlorures. C'est intéressant. Ça c'est l'eau de mer. Depuis que l'océan existe sur la Terre, il est fait d'une 60aine d'éléments, mais dont surtout en très grande majorité du sodium, des chlorures. Alors pourquoi l'humain a-t-il au sein de lui-même du chlorure de sodium, du sel? Tout simplement parce qu'il vient de là. Alors en fait, on est moins salé que l'océan. Hein. L'océan, il a 35 grammes de sel par litre. Nous, on est à 9. Et depuis l'origine du système, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'humain ne doit pas se croire sorti entièrement du système vivant. On est dedans, on n'est pas à côté. Et on a au sein de chacun d'entre nous un petit morceau d'océan moins salé que le grand. Mais c'est un sac d'eau salée quand même assez peuplé, puisque vous dites que le corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Tout à fait, par milliers de milliards en fait. On a beaucoup regardé ça à une époque parce que, encore une fois, ça revient à l'arrogance de l'humain qui se croit vraiment différent des autres. Vous savez, quand la chimie a fait des progrès, on disait à l'époque, mais on ne peut pas être fait des mêmes éléments que le monde minéral. Hein. Est-ce que c'est les mêmes éléments, les mêmes atomes? Oui, un humain, il contient du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène. Et puis, on a dit un petit peu de ce sodium et de ces chlorures de l'océan. C'est tout ça, en fait. Donc, on vient d'un système qui est ancestral, qui est parti dans un océan, d'ailleurs, parce qu'au départ, l'eau de mer, elle n'est pas sur la Terre. La Terre, quand elle s'est formée, n'a pas été capable de garder son eau. Comme le faisaient beaucoup de planètes, elle l'a perdue. Et ce sont des bombardements de milliards de chondrites, des petites météorites ou plus grosses, qui l'ont bombardé pendant très longtemps, 700 millions d'années, qui ont amené à la formation de l'océan. Cette eau très agressive, elle a dissous ce qui va devenir le plancher de l'océan, et ça a amené à cet océan qui n'a pas changé depuis 100 millions d'années. Donc, c'est vrai que nous sommes, comme tous les êtres vivants, un mélange de cellules humaines, nous sommes des humains bien sûr, et de bactéries. Sur nous et dans nous, on a autant de bactéries que de cellules humaines. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Et les travaux récents des microbiologistes nous montrent que finalement, quand le dialogue entre ces bactéries que l'on héberge et nos cellules humaines ne va pas, ça ne va pas très bien pour l'humain qui les contient. L'obésité, un obèse n'a pas du tout les mêmes bactéries que quelqu'un qui est svelte, des maladies comme l'autisme, Alzheimer, le diabète de type 2. C'est intéressant d'ailleurs, Paul, de regarder ça parce que qu'est-ce qu'il a ciblé, ce Covid? Quand on regarde les gens qui sont morts de ce Covid, en très grande majorité,
des gens qui étaient en surcharge pondérale, plus de 80%, des gens qui faisaient du diabète de type 2, des gens qui faisaient de l'hypertension artérielle. Donc c'est vrai qu'il y a un petit rappel à l'ordre d'un petit virus qui frappe beaucoup plus clairement des gens qui déjà sont en petit déséquilibre et en mauvais dialogue avec leurs bactéries qu'ils transportent. Donc, tout ça, il faut que ça nous amène à réfléchir et à penser à tout cela. Et un corps humain, c'est cela. Mais si c'est vrai pour un humain, c'est vrai pour un oiseau ou pour un poisson. Hein. Alors, ce rapport entre nous et ces bactéries qui sont très nombreuses à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce que c'est de la coexistence pacifique ou un équilibre de la terreur? Oh, pas de la terreur. Je pense que, en fait, l'un des grands problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est d'imaginer que tous ces micro-organismes sont délétères. Hein. Il y a des bactéries pathogènes, ce virus pathogène. Non, dans l'immense majorité, en fait, ils sont en général neutres. On va dire que ça ne fait ni du plus ni du moins. Ils sont neutres, mais ils sont là. Mais c'est plutôt une symbiose. Hein. Si on ne les a pas, ça ne se passe pas bien. Ce ne sont pas des parasites. On devient parasite quand on commence à agresser son hôte. Le petit coronavirus, là, c'est un parasite. Et comme tous les parasites, il est opportuniste. Et qu'est-ce qu'il a trouvé, ce petit virus-là? Une faille dans le système, qui a été d'abord, bien sûr, on va y revenir, les pratiques complètement ignobles de promiscuité d'animaux sauvages vivant sur des marchés. Et puis après, l'incroyable, effarante système de transport que nous avons, qui les ont disséminés partout sur la Terre en quelques jours ou quelques semaines. Donc tout ça, il faut qu'on y réfléchisse bien. Et si vous avez vu ce papier que j'ai fait récemment pour la Tribune, c'était « Notre ennemi n'est pas le virus, notre ennemi, c'est nous-mêmes, en fait ». Et ce qui veut dire que si on ne change pas vraiment de façon radicale, ça risque de se reproduire. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui. On est dans un système où on doit non pas être dans un équilibre de la terreur, mais dans un respect mutuel. Alors, quelquefois, lorsque le système commence à dérailler, souvent d'ailleurs, hein, de par une activité de l'humain ou des pratiques qui sont plus tellement bonnes au niveau écologique, on va aller vers des problèmes de pathologie. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est neutre ou bénéfique. On ne pourrait pas digérer sans certaines bactéries que nous avons en nous. On ne sait pas le faire. Donc c'est vrai qu'on vit dans un équilibre, une harmonie, je dirais, entre des micro-organismes et puis un corps humain. Et pour terminer là-dessus, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est à ce produit qu'en pôle, à la naissance, quand la maman est fécondée par le ridicule petit spermatozoïde du papa, hein, son énorme cellule femelle qu'est l'ovocyte, pendant 9 mois, le bébé est vraiment à l'abri au sein de sa maman des bactéries extérieures. Hein. Son tube digestif est quasi sans bactéries. Et le moment précis où ça va se produire, c'est ce qu'on appelle la rupture de la poche des os au moment de l'accouchement. Là, le bébé va s'emberlificoter dans le cordon ombilical, il va sortir. Et c'est là que les bactéries de la maman vont aller contaminer ce bébé. Mais dans un bon sens. S'il n'y avait pas ça, ça ne marcherait pas. Et un bébé humain, il met 2 années à stabiliser sa flore. Donc, depuis le départ, c'est une harmonie depuis le départ. Beaucoup plus qu'un problème de compétition ou d'équilibre de la terreur. Mais si cette bactérie est un parasite, et vous avez l'air de dire que pour qu'elle devienne pathogène, il faut qu'il se passe encore quelque chose de notre côté. C'est quoi ce déséquilibre qui se met en marche? Vous avez donné des exemples comme le diabète ou l'obésité. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ça va être, Paul, beaucoup de questions liées aujourd'hui. Par exemple, je prends Escherichia coli, qui est une bactérie très banale. Tous les deux, on en est plein, on est ravis, on coopère avec elle, elle coopère avec nous depuis notre origine à tous les deux. Et quelquefois, elle vous tue en quelques jours. Vous faites une septicémie très grave. Ce qui s'est produit, c'est quelque part dans le système de vie. Alors, ça peut être lié à la malbouffe. Hein. Je reviens à mon Covid. Qu'est-ce qu'il a ciblé, le Covid? Des gens de la malbouffe. Hein. Ces gens ici sont obèses, s'ils font du diabète de type 2, s'ils sont en déséquilibre, comme on l'évoquait tout à l'heure, s'ils font de l'hypertension, c'est parce que très souvent, c'est lié à un mode de vie qui n'est pas du tout celui qu'on devrait avoir. On est beaucoup trop gros par rapport à notre taille. Donc la malbouffe, c'est aussi, on l'a vu beaucoup maintenant, un drame dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est l'excès d'usage des antibiotiques. Hein, autant les antibiotiques sont des molécules remarquables pour l'humanité, hein, elles ont sauvé des millions de vies, autant mal utilisées en industrie d'élevage des animaux ou bien par des humains, autant elle nous amène à des situations dramatiques. Hein. On va mourir d'une maladie qu'on savait très bien traiter il y a 20 ans parce qu'on en a ingurgité beaucoup trop. C'est aussi un manque d'activité physique, par exemple. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne fait pas faire du sport de très haut niveau, mais sans arrêt. On montre très bien que les gens qui ont un peu d'activité physique et qui mangent moins vivent beaucoup plus longtemps que les autres. C'est tout ça qu'il y a à prendre en considération, en fait.
Dans l'image populaire, nous, en tant qu'êtres humains et animal en général, nous sommes assiégés en permanence par des armées qui essayent de nous détruire de ces bactéries, de ces virus. Mais heureusement, nous avons toujours sur le pied de guerre des fantassins, des bombardiers, qu'on appelle les anticorps. C'est comme ça que ça marche ou cette image-là n'est pas une bonne image? Elle est vraie en partie. On a un fabuleux arsenal. Je ne suis pas du tout à parler de militaire, mais on peut dire. C'est une guerre. Hein. Il y a un très joli livre qui avait été écrit justement sur la prise des châteaux forts par ces bactéries et ces virus. On est dans un nuage de bactéries et de virus. Je répète, hein, une immense majorité neutre. Certains d'entre eux extrêmement utiles pour l'humain. Si on ne les avait pas, on ne pourrait pas vivre sans eux. D'autres qui peuvent devenir pathogènes dans des cas précis de déséquilibre. Sinon, comme vous disiez à l'instant, nos barrières, on appelle ça l'immunité, sont suffisamment excellentes pour faire qu'elles ne passent pas, ou si jamais elles passent la barrière, immédiatement elles sont détruites. Et ça relance tout un débat qu'on a eu justement sur les parasites qu'on évoquait tout à l'heure. Par exemple, une question qu'on s'est beaucoup posée, nous biologistes, pourquoi est-ce qu'il y a des mâles? Puisque c'est les femelles qui font les bébés, bien évidemment, et il y a plein d'espèces, ce sont les grenouilles, les poissons, où il y a des insectes où il n'y a que des femelles. Les mâles n'apparaissent que quelquefois quand il y a un problème qui commence à dérailler. Et parmi les problèmes, ça peut être justement un parasite qui aurait tourné la barrière immunitaire de l'hôte. Et là, c'est clair que si on fait du clonage, ça veut dire on fait des filles, de filles, qui sont infiniment la copie de la maman, ça ne marchera pas. Donc, le mâle apparaît pour permettre d'amener la diversité de résistance. Et notre immunité, elle est à ce prix-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos barrières immunitaires sont largement capables de nous débarrasser de ces futurs parasites. Dans le cas du Covid, là, vous voyez bien que 80% des gens n'ont même pas aucune réaction. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont contracté en fait le virus. Donc, ça veut dire que dans une grande majorité des cas, on est capable de se défendre. Et ce qui est embêtant dans le cas du Covid, et c'est la raison pour laquelle je le dis beaucoup, il est neuf. Pourquoi il a ces problèmes-là, il a créé ces problèmes chez 20% des gens et chez 0,1%, il va jusqu'à tuer les gens, c'est parce qu'il est tout neuf. On ne l'avait jamais rencontré en 50 000 ans. Il est nouveau, il est apparu. Et puis, on se défend comme on peut. Alors, dans une grande majorité des cas, on arrive à s'en débarrasser. Pour certains autres, non. Mais souvent, on a vu, c'est parce que cela a déjà été en déséquilibre auparavant. J'ai vu, peut-être que je me suis trompé dans l'interprétation que j'ai faite, que quand on a dit que les gens qui avaient une bonne flore intestinale pouvaient mieux résister. Mais est-ce à dire que ces bactéries qui se trouvent chez nous nous aident à nous battre contre des virus éventuellement? Constamment, Paul. Constamment. Pas forcément contre des virus, par exemple, à mieux digérer, à éviter de prendre du poids. C'est une question qu'on a beaucoup posée sur les gens qui nous disent « je fais des régimes parce que je suis trop gros ». Bon, très bien. Si on est trop gros, c'est parce qu'on mange trop. Ça, c'est clair. Je ne crois pas à des gens qui soient gros sans manger. Ce qui est clair, c'est que si on a les bonnes bactéries, on ne va pas devenir trop gros. Et vous avez des gens qui mangent et qui ne prennent pas de poids. Et on sait maintenant que la clé, elle n'est pas tellement au fait de manger trop de sucre, trop d'huile, tout ce qu'on veut, mais elle est beaucoup plus liée à ces bactéries que nous avons en nous, qui, lorsque le système est harmonieux, nous empêche de prendre ce poids, qui après va nous mettre en déséquilibre et amener à de l'hypertension ou amener à des expositions à des pathogènes plus facilement. Bien sûr, elles sont extrêmement utiles à l'être humain, mais tous les êtres vivants sont comme ça, en fait. Hein. Sur la peau, on a beaucoup de bactéries sur la peau. Alors, je dis aux gens, c'est bien de prendre une douche, mais pas tous les jours, parce qu'on peut les détruire en permanence. Je crois que tout le monde comprend ce qu'est une bactérie, c'est une petite bête. Sur le virus, c'est plus difficile à comprendre. Parce qu'on peut nous dire, par exemple, on nous dit le coronavirus cherche sans cesse à de la chauve-souris, mais par ailleurs, on nous dit qu'un virus n'est pas véritablement un être vivant. Alors, quelque chose qui cherche sans cesse à faire quelque chose, pour nous, c'est un être vivant. Où est la difficulté? Alors, Paul, pour moi, c'est clairement un être vivant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on met au point des traitements qui les tuent. Comment voulez-vous mourir si vous n'avez pas vécu auparavant? Donc, on arrête ces histoires de discussion là-dessus. Par contre, c'est particulier. C'est un vivant qui a besoin des autres pour se reproduire. Hein. Le virus, pour se reproduire, il faut qu'il trouve une cellule hôte, souvent une bactérie d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle les phages, et les bactériophages sont là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il est vivant puisqu'on peut le tuer. Moi, je me rappelle sur des travaux qu'on avait fait à Banyuls sur des toutes petites cellules du plancton, toutes petites, elles avaient déjà des virus. Donc, ils sont là depuis la nuit des temps, ils sont extrêmement petits. Hein. Le coronavirus, il a 15 gènes, Paul.
Nous, tous les deux, là, on en a 29 000. Et pourtant, ce petit 15 gènes met à genoux notre économie. C'est intéressant d'y réfléchir. Hein. La différence entre le virus et le vivant classique, c'est que le virus a son obsession de se reproduire en utilisant la machine moléculaire de reproduction de la cellule hôte dans laquelle il s'installe. Mais bien sûr que moi, je les traite comme vivants, mais ils sont différents dans leur mode de reproduction des bactéries ou des cellules classiques qu'on appelle eucaryotes, hein, les vôtres, les miennes, celles de n'importe quelle plante. Hein. J'ai parlé de chauves-souris, vous avez parlé de ces marchés où des animaux sauvages sont en promiscuité. Qu'est-ce que c'est que l'effet dilution de Keysing? Ah oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Felissa Keysing, c'est une chercheuse aux États-Unis, en Californie, qui a écrit un papier dans la revue Nature. C'était en décembre 2010, oui, je me rappelle bien. Et je lis ce papier, je suis bouleversé. Elle travaille dans différents écosystèmes dans le monde, forêts tropicales, des endroits tempérés, et elle montre que quand on diminue le nombre d'espèces dans un milieu particulier, ou même, je dirais, pire que ça, plus difficile à comprendre, vous allez voir comment c'est intéressant. Il y a moins d'espèces, et surtout, au sein des espèces qui sont ces hôtes, il y a moins de variabilité génétique. Parce qu'on a amenuisé la variabilité génétique, on a amenuisé ce qu'on appelle la biodiversité. Je rappelle, la biodiversité, c'est autant un nombre d'espèces et d'individus que aussi, au sein de chaque espèce, une variabilité génétique, qu'on a perdue d'ailleurs souvent dans nos plantes agricoles ou nos animaux d'élevage et qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Alors l'effet dilution, c'est qu'elle montre que quand le l'écosystème se porte bien, qu'il y a assez d'espèces, qu'au sein des espèces qui sont là, qui peuvent héberger ce pathogène-là, il y a beaucoup de variabilité, eh ben, ce pathogène ne pourra pas vraiment s'installer. Il peut tuer, hein. C'est arrivé dans des colonies chauves-souris, une grotte, où toute la colonie est tuée, par exemple. Mais ça ne va pas se partir partout et se répandre partout. Parce que sans arrêt, quand ce virus ou cette bactérie qui sait tourner les barrières de cette hôte-là qui nous intéresse, se confronte à des individus qui savent lui résister, c'est ça l'effet dilution. Plus il y a des espèces, et plus au sein des espèces qui nous intéressent, il y a de la variabilité, l'effet dilution fait que le pathogène, virus ou bactérie, ne peut pas s'installer. Par contre, quand on diminue le nombre d'espèces, et quand parmi les espèces qui sont là, beaucoup moins qu'auparavant, et dans celles qui restent, on augmente effectivement la probabilité pour que celles qui l'hébergent le rencontrent sans capacité à se défendre, c'est ça l'effet dilution. Donc l'effet dilution, c'est une énorme variabilité génétique, une énorme biodiversité, pas de problème. De temps en temps, des petits problèmes qui vont jamais partir sur des grandes échelles. Et lorsque, bien sûr, c'est ce qu'on a fait dans le cas des forêts tropicales, regardez Ebola au Gabon, par exemple, hein, le paludisme en Guyane, c'était très spectaculaire. Hein. Si on diminuait le nombre d'arbres, si on diminuait le nombre d'autres plantes, si on diminuait le nombre d'insectes ou de chauves-souris ou de papillons, tout ce que vous voulez, d'oiseaux, on arrivait effectivement à des pathogènes qui cognaient beaucoup plus dur qu'auparavant. C'est ça l'effet dilution. Donc, malgré ces bagarres permanentes, le vivant est solidaire. Oui, quelque part, oui, je dirais ça. De toute façon, les bagarres existent, mais encore une fois, je tiens à dire une chose très formellement, Paul. Quand on a fait Tara Océan, vous vous rappelez, avec ce bateau, 2009-2013, on fait un tour du monde et on séquence hein, l'ADN de tout le plancton de l'océan, dans les 3 premiers mètres de l'océan. On va ramener 600 000 séquences qui n'étaient pas connues. Alors, à l'époque, on connaissait que 300 000 espèces marines. On va se rendre compte qu'au sein de tout ce fatras incroyable d'espèces, des virus, des bactéries, des microalgues surtout, je parle des tout petits, il y a infiniment plus de coopération, de symbiose, d'entraide que de compétition. Et c'est là que je me suis, moi, beaucoup attaqué à ce qu'on appelle le Darwin. Ça marche. Quand on dit à une entreprise, il faut bouffer celle d'à côté pour vivre, ça n'a pas de sens. Dans la nature, c'est pas comme ça. Ça peut exister quelquefois, hein, mais c'est infiniment moins important que l'énorme effort d'entraide du règne vivant qui, comme vous le disiez à l'instant, se tient les coudes. J'ai une question à ce moment-là parce que j'ai vu un chiffre qui m'a un peu effaré. Si j'avais été un enfant, j'aurais été encore effaré davantage, je suppose. Chaque matin, nous nous réveillons après avoir dormi avec 1 à 2 millions d'acariens dans notre lit. Oui, ça, j'ai souvent écrit, oui. C'est intéressant parce que, encore une fois, je vois des gens qui me disent, mais vous comprenez vos histoires d'écolo, là, c'est pas très sérieux, bon, c'est gentil, on vous aime bien, mais quand même. Mais c'est pourtant la réalité. Nous ne mangeons, Paul, que du biologique. On ne mange que ça. Des plantes, des animaux, des micro-organismes. On ne mange que ça. On ne coopère, on vient de voir au sein de nous-mêmes, qu'avec du vivant. C'est fondamental. Et il se fait que chaque matin, parce qu'on y a dormi, si on reste 2 semaines sans dormir dans le lit, ils s'en vont. On a entre 1 et 2 millions d'acariens qui sont des petits, tout petits arthropodes. Alors, quand on regarde à la loupe binoculaire ou au microscope, c'est horrible. Hein, on parlait des laits tout à l'heure. Sur nos critères à nous, ils sont horriblement laids, ces trucs. Mais ils sont géniaux. Il y a des épines, des poils. Et ils sont là parce que qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre lit?
manger tout ce qu'on trouve comme humeur dans un lit humain le matin, hein, des morceaux de poils, des morceaux de cheveux, des fragments de peau qui s'en vont en la frottant comme ça. C'est tout ça, en fait. Hein. Et cet équilibre est très, très bon, en fait. Alors, encore une fois, si on va vers de la disharmonie ou du déséquilibre, s'il y en a trop, il y aura des réactions allergiques et des gens qui auront des soucis. Mais globalement, ça marche très bien, en fait. Hein. Et c'est une très jolie histoire pour montrer que tous les humains, même ceux qui se croient sortis du système, ce qui est archi faux, évidemment, en me disant votre écologie, ça ne m'intéresse pas, on est dedans jusqu'au cou. Il faut faire avec. Hein. Je vais me faire l'avocat du diable en disant. Il faut le faire, j'aime bien. En prenant un argument, nous n'avons jamais eu autant de poulets, de cochons et de vaches, et certains pourraient dire, eh bien, il y a des espèces qui réussissent et d'autres qui échouent. Que répondre à ça? Paul, ma réponse est claire. Ceux qui réussissent, c'est grâce aux humains. Si on n'avait pas aimé le cochon, le poulet et la vache, le chien et le chat, ils n'auraient jamais pris cette importance-là. Aujourd'hui, c'est déséquilibré. Hein. 1,3 milliard de vaches, Paul. Il y a plus, 23 milliards de poulets. Alors, la question est posée. Ça relance le débat sur la consommation de viande, bien évidemment. Quoi. Et puis surtout, ceux-là sont honteusement, je dirais, privilégiés par l'espèce humaine parce qu'on les protège de leurs parasites. On les traite quand ils sont bas avec des antibiotiques qui nous posent problème. On empêche les prédateurs de les manger. Pourquoi on ne veut pas de loup? Parce qu'ils mangent quelques moutons de temps en temps. Tout est à l'avenant. Mais le problème, c'est que c'est au détriment de tous les autres. Hein. Il y a un chiffre terrible, terrible, qui m'a beaucoup passionné dans Science il y a quelques années. On remonte, Paul, 12 000 ans. L'humain s'arrête de bouger. Il ne reste que Homo sapiens sur la Terre. Néandertal est déjà parti. Et là, on va s'arrêter. On commence à faire beaucoup de bébés. On voit la démographie de nos populations par rapport à celle des grands singes que vous évoquiez tout à l'heure, vraiment exploser chez Homo sapiens. Il s'arrête parce qu'il ne peut pas bouger avec des femmes, des enfants, c'est compliqué. Donc, on s'arrête. Et donc, il nous faut, si on veut survivre, produire localement notre alimentation. Et là, on invente agriculture et élevage. Alors, on va choisir des espèces particulières qui se laissent élever. Ce n'est pas si simple que ça. Les privilégier par rapport aux autres. Eh bien, je prends deux chiffres. À ce moment-là, si je prends les mammifères qui sont domestiqués, il y a le chien, le chat, la chèvre, le cochon et la vache. Et les moutons. Ils sont 6. Eh bien, si je prends la masse de tout cela, élevée par les humains et des humains, on est 0,1% de l'ensemble de la masse des 5000 espèces de mammifères connues. Aujourd'hui, Paul, on est 90%. Voilà, la réponse est là, tout simplement. Aujourd'hui, on a explosé le nombre des espèces domestiquées, puis on a effondré les espèces sauvages. Je vais vous lire une phrase que vous avez dite et avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et je vous dirai pourquoi je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas être d'accord des fois. Qui s'est demandé lors du passage Chine à vapeur que le fait de remettre dans le système Terre ce charbon et ce pétrole extrait du sol, c'était peut-être dangereux? Et là, moi, je dirais que d'après ce que j'entends autour de moi, et je me dis qu'aux autres époques, ça devait être à peu près la même chose, il y a toujours, à toutes les époques, les gens qui s'inquiètent et puis les gens qui prennent les décisions. Et j'ai le sentiment que c'est jamais les mêmes. Mais ça ne me choque pas ce que vous me dites là. Hein. De toute façon, même moi, à l'époque, je vais me remettre 250 ans en arrière, peut-être que je me serais posé la question, mais je n'aurais pas changé mon attitude. C'est évident que pour tout le monde agricole, après le monde de la pêche, le monde de la mer, le monde de tout, passer du cheval, l'animal au cheval vapeur, c'était magique. Le premier qui va s'en préoccuper, c'est Arrhenius. Après le 19e, il sera le premier à l'écrire, lui, hein, où il dit « Ça serait facile pour moi de dire aujourd'hui, il ne fallait pas le faire. Certainement pas, je ne dirai jamais ça, c'est pas vrai. » Simplement, Arrhenius se dit « Je ne sais pas si c'est si bien ce qu'on fait là. » Voilà, c'est tout. Et maintenant, évidemment, vous savez, nous, on paye aujourd'hui ces comportements du passé, depuis 250 ans, d'accumulation de ces gaz à effet de serre qui viennent de la combustion de ces éléments particuliers. Parce qu'on arrive à des niveaux qui sont gigantesques. Et ça, c'est lié à la démographie et puis à l'explosion des activités humaines, bien évidemment. Hein. Donc, encore une fois, ça serait facile de dire qu'il ne fallait pas le faire, je ne dirais pas ça. Ce que je dis simplement, c'est que quand on se pose la question, c'est normal. Alors, ceux qui prennent les décisions ne sont jamais ceux qui mettent ça en évidence. Regardez, nous, scientifiques, comment on est écoutés aujourd'hui par les gouvernements. On n'est pas beaucoup écoutés. Hein. Vous avez dit on a tué des baleines pendant un siècle juste pour éclairer les grandes villes avec
il faut arrêter d'être arrogant avec la nature. Mais est-ce que ce n'est pas le message suivant que vous connaissez? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et exercez votre domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est la religion qui a été la nôtre jusqu'à récemment, qui nous l'a dit. Oui, Paul, mais d'abord, c'est pas mon ouvrage scientifique de référence, puisque il n'y a plus de choix. Hein. En fait, comme disait un copain scientifique, nous scientifiques, on passe notre temps à faire des travaux et plus on lit des choses, plus on doute. Si on lit un seul ouvrage religieux, quel qu'il soit, d'ailleurs, il n'y a pas plus, ils sont tous pareils, hein, ils savent tout. Simplement, Dieu jamais n'a dit massacrez, polluez, détruisez vos environnements. Il n'a jamais dit ça. Puis le prix à payer, c'est ça. C'est là qu'il faut trouver le compromis entre le monde politique et le monde scientifique. Vous avez vu, il y a un papier dans La Vie qu'on a sorti il y a une semaine. C'est les relations troubles entre le monde politique et le monde scientifique. Et c'est vrai. C'est clair aujourd'hui que Descartes avait repris ça aussi, mais maintenant on a largement dépassé ces façons de penser. Pourquoi, Paul? Parce que ça nous amène dans une situation que l'on vit aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que le respect de l'autre, y compris non humain, il est absolument fondamental. La pêche, si Dieu dit pêcher des poissons, il n'a jamais dit ne surpêchez pas les poissons. Exploiter la forêt, faites des produits agricoles, il n'a jamais dit ne détruisez pas tout l'environnement pour faire des produits agricoles avec des pesticides, des insecticides. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien les effets de la démultiplication. Nos fameuses grandes glorieuses des années 50, j'appelle souvent ça. Hein. 1945, Paul, on est un peu plus de 2 milliards d'humains. On arrive à 8. C'est compliqué. Il y a quelque chose qui doit vous réjouir quand même, c'est que vous aviez dit l'année dernière, en 2019, selon le scénario actuel de croissance du secteur, les prévisions du trafic aérien pourraient doubler d'ici à 2030. Alors peut-être que ça ne va pas se passer, ça, non? J'espère bien. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, Paul, c'est que je les écoute là, tous les jours. Qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils sont en train de calculer le moment où ils vont revenir au trafic du jour d'avant. Mais il ne faut pas se poser cette question-là. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? 120 000 avions par jour qui volent, 20 000 qui survolent la France. Je suis désolé. Et c'est là que nos limites, ça ne marche pas. Parce que si on ne met pas de limites, on va empiéter sur le bien-être de l'autre. Donc, je ne suis pas contre le transport aérien, pas du tout. Au contraire, ça a permis des choses extraordinaires pour nos outre-mer. La France ne pourrait pas rester à la tête de ses outre-mer s'il n'y avait pas d'avion pour y aller régulièrement. Hein. Et surtout pour que les gens puissent communiquer avec notre métropole, c'est important. Mais pas au niveau actuel. C'est là que je me bats contre le low-cost aussi, parce que le low-cost, en matière de prix agricole et en matière de transport aérien, est une catastrophe pour l'environnement. Hein. Vous dites, comme tous les scientifiques, sans doute, la priorité n'est pas de sauver les compagnies aériennes, mais je suis sûr que le politique est en train de s'activer pour sauver les compagnies aériennes. Comment bon, le problème, il est déjà chez Platon. Comment faire pour que sinon que le prince devienne un philosophe, ou qu'au moins il prête l'oreille aux philosophes? Et ça, bon, ça a été dit il y a 2500 ans, il y a 25 siècles, et on n'a pas l'air d'avancer fort dans cette direction-là. Vous avez raison, Paul. La question, c'est... Mais d'ailleurs, en France, ça commence à venir, puisqu'on a dit on veut bien sauver Air France, mais ils font plus de vol intérieur. Bon, déjà, il y a un petit progrès. Vous savez que le premier pays libéral qui avait légiféré, il y a 2 ans là-dessus, moi j'étais magnifique, hein, c'était en 2018, Nicolas Hulot était ministre à l'époque, la Hollande avait interdit les vols entre Amsterdam et Bruxelles. C'est la première fois dans un pays libéral. C'est choquant pour des gens qui sont ultra libéraux, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? On va vous sauver, mais vous arrêtez les vols, effectivement, des villes qui sont à moins de 2h30 en train de Paris. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, bien évidemment. En plus, il faut savoir que ces lignes-là sont déficitaires, hein, puisque les gens vont prendre le train, puisque c'est quand même beaucoup plus confortable. De porte à porte, vous mettez plutôt moins de temps en train qu'en avion. Et puis, bien sûr, on ne contribue pas à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ça veut dire que la question, c'est comment est-ce que le politique est formé? Et moi, je vais revenir à l'écologie, mais la vraie science écologique, pas l'écologisme. Hein. Vous m'avez souvent entendu dire ça. Je ne suis pas un écolo, je suis un écologue. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est différent pour moi. Hein. C'est une science. C'est la science des relations entre tous les êtres vivants, y compris nos bactéries ou nos virus qu'on évoquait tout à l'heure, hein, et puis nous-mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut démarrer très très tôt. Je pense que si nos politiques ministres, chefs d'État, après avoir fait une grande école d'ingénieurs ou l'école nationale d'administration ou une grande école de commerce,
avait depuis tout petit ces connaissances qu'on évoque depuis tout à l'heure ensemble, là, on est fait de bactéries, et puis il y a des cellules humaines, et puis on coopère en permanence, on en mange, on peut vivre avec beaucoup plus de sobriété, en faisant moins de bêtises, ça serait beaucoup mieux. Donc je pense qu'il y a un énorme problème d'éducation. Vous avez dit aussi, il y a 35 ans, lorsqu'on a annoncé qu'on allait mener une révolution des énergies renouvelables et qu'on a confié cela à deux institutions, l'Institut français du pétrole et le commissariat à l'énergie atomique. Est-ce que la réponse que les politiques qui ont pris cette décision, est-ce que la réponse qu'ils vous donneraient ne serait pas simplement nous sommes tournés vers les experts et les experts de l'énergie, on les trouvait à l'Institut français du pétrole et au commissariat à l'énergie atomique et pas ailleurs? Bah oui, mais vous voyez, je vais rebondir sur le conseil scientifique du président aujourd'hui, là. Oui. Je me suis levé contre. Qu'il y ait des médecins dedans, c'est tellement évident, ça ne discute même pas. Mais qu'il n'y ait que des médecins, ça ne va pas. Hein, vous ne croyez pas qu'il manquait un vétérinaire, hein, pour qu'on parle des questions de passage de l'animal à l'humain? Il nous manquait un écologue, un vrai écologue, il nous manquait un sociologue, et pourquoi pas un philosophe. Je pense qu'on n'aurait pas travaillé de la même façon. La France, bon, s'en sort de façon quand même pas si glorieuse que ça. Hein. Donc je pense que s'appuyer sur un conseil scientifique, ok. Mais c'est là aussi qu'il faut rediscuter. Et pour répondre à votre question initiale, la précédente, c'est qu'à l'époque, effectivement, on ne réfléchissait pas à tous les intrants de la situation en question. C'est-à-dire qu'il nous faut des sciences humaines et sociales, ben évidemment, partout. Et que si on fait uniquement confiance à la technologie qui est en place, vous savez, Einstein, ce qu'il disait, comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mêmes arguments que ceux qui ont créé le problème en question? C'est ça la réponse à une question comme ça. C'est les mêmes pôles qui voulaient nous faire croire à l'époque que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté exactement au contour de l'hexagone. Hein. Donc c'est là que je me dis c'est quand même pas possible, quoi. Vous savez, ça s'appelle du bon sens tout ça. Hein. Oui, mais vous le dites avec l'hexagone, c'est qu'on a tendance à essayer de résoudre les problèmes à l'intérieur du cadre. Et vous le savez sans doute, les gens qui raisonnent à l'extérieur du cadre, ceux qui remettent en question la pensée en silo, le découpage artificiel des disciplines, ces gens-là, il leur faut, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour finalement qu'on puisse les écouter. Bah, une génération, voilà. Oui, oui. J'espère pas deux quand même. On n'aura pas le temps d'attendre la prochaine. Il faut vraiment que maintenant on se préoccupe de ces questions-là. Ça vient tout doucement. Je vois même des économistes. Mais il y a de tout. Regardez le prix Nobel d'économie, pas le dernier, le précédent. C'est comme un type qui avait écrit que vive le changement climatique, ça faisait du business et ça faisait de l'argent, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, c'est pas un vrai prix Nobel d'économie, on est d'accord. C'est très différent d'un prix Nobel de médaille de mathématiques, Fields, ou bien d'un prix Nobel de chimie ou de médecine, mais c'est pas possible, quoi. Ça veut dire qu'il y a vraiment un manque de culture générale. Mais je suis d'accord avec vous sur la culture en silo. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup heurté, vous l'avez vu récemment, j'ai combattu ce programme français dans les lycées qui va nous faire disparaître l'essence de la vie et de la terre. Hein. Et je dis souvent, vous savez, c'est pas qu'une question de connaissance, Paul. C'est aussi une question d'esprit critique. Quand vous êtes dans une école où tous les jours on vous dit vous êtes le plus grand cerveau du système, l'élite de la nation, ben, ils finissent par le croire. Alors qu'on sait que c'est pas vrai. Nos philosophes grecs auraient réagi bien différemment. Mais on nous propose des solutions, on nous propose des approches, ce n'est pas qu'on ne soit pas écouté du tout. Par exemple, vous le dites, détruire une mare à grenouilles rares dans le nord et la remplacer par des moutons dans la plaine de la Crau. Oui. Je suis dubitatif sur l'intérêt écologique d'une telle opération. Quand vous dites je suis dubitatif, est-ce que vous voulez dire c'est absolument absurde? Ben voilà, c'est ça. Je dis là, pour être gentil et poli, c'est un peu en ironie que je dis ça, mais évidemment, ça ne tient pas debout, quoi. Oui. Vous avez aussi écrit à une époque, nous pensions en termes de compensation et nous allions dans la rue demander aux gens combien vous donnez pour sauver un rhinocéros. Les gens répondaient en moyenne 20 €. Après une de mes conférences, j'avais plutôt des réponses autour de 50 €. Mais c'était très aléatoire. Ce n'est pas comme ça qu'on va répondre à la question. Et vous ajoutez, en revanche, et c'est très délétère, il est vrai aussi que l'animal vaut 0 tant qu'il n'a pas été abattu. En fait, la nature n'a aujourd'hui de valeur qu'à travers l'usage que l'humain en fait. Il faut changer cela, c'est clair. Il faut bien arriver à une valeur, mais je ne sais pas si c'est un prix. Oui, bah, vous savez, tout ça, c'est inspiré fortement par quelqu'un que vous avez dû connaître, qui s'appelait Jacques Weber. Et qui était un économiste du CIRAD. Tout ça, je le sors avec des discussions. Moi, j'ai eu 2 maîtres à penser. Hein. En écologie, Robert Barbeau, qui a écrit ce très beau livre en 2006 qui s'appelle « Un éléphant dans un magasin de porcelaine », dans un jeu de quilles, hein, donc c'est la même chose. Et le maître à penser en économie, c'est Jacques Weber, qui était anthropologue et économiste, qui a dirigé le premier institut français de la biodiversité d'ailleurs. Et c'est des discussions avec lui où sans arrêt, on remettait ça. Regardez les thons. Je me suis beaucoup battu quand j'étais à Bagnous contre la surpêche du thon rouge.
Je ne suis pas contre la pêche, pas du tout. Je dis aux gens, moi, je serai un allié de tous les pêcheurs tant que vous pêchez intelligemment. Je serai votre ennemi farouche quand vous commencerez à surpêcher. Et bien sûr, le thon rouge qui valait, quand j'arrive à Bagnous, 3 € le kilo. Le même poisson vaut 100 € le kilo en 2007. Ce qui veut dire que tout le monde va aller le chercher. Il s'est vendu, Paul, des poissons, des thons rouges, entre 2007 et 2010, 400 000, 500 000, 1,2 million d'euros sur le marché japonais. C'est ça. Tant qu'on aura des inepties de ce style-là, ça ne pourra pas marcher, évidemment, bien sûr. Mais il vaut zéro tant que je ne l'ai pas pêché. Il ne vaut que l'argent que je dépense pour aller le chercher, en fait. Regardez, on a un très bel exemple, Paul, en ce moment, dans l'autre sens. C'est le prix du baril de pétrole. Oui. Nos gilets jaunes, là, entrent en conflit, clair, parce que le gasoil est trop cher. Très bien. Alors là, je reviens à Nicolas Hulot qui disait on ne prend aucune mesure et taxe environnementale sans d'abord prendre des mesures sociales auparavant qui vont avec. Tout à fait d'accord avec ça. Et maintenant, il y a 3 semaines, Paul, le baril était négatif. Oui. Un baril, ça valait moins 20. J'ai un collègue qui me dit aux USA, je paye mon gallon, c'est plus qu'un litre d'essence, 18 centimes de dollars le litre. Ben, c'est ça, l'hérésie. Oui. Vous avez mentionné le nom de Jacques Weber. À une époque, j'ai rédigé pour lui un rapport précisément sur le prix du poisson, la manière dont le prix se détermine. Vous connaissez bien ça, tout à fait. Et c'est le premier endroit où j'avais insisté sur la différence, c'est ça, ça rejoint ce que vous venez de dire, sur la différence essentielle entre le prix et la valeur. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais vous savez, vous avez donné votre opinion déjà sur les prix Nobel d'économie, mais vous savez, ce sont au début des années 90, ce sont Ronald Coase et Gary Becker qui nous ont dit qui est-ce qu'un homme doit épouser ou qui est-ce qu'une femme doit épouser, la personne qui lui rapportera le plus d'argent. Ce sont ces gens qui nous ont dit aussi est-ce qu'il faut respecter la parole donnée? Non, il faut faire le calcul de dommages et intérêts qu'on ferait éventuellement et voir quelle est l'opération la plus payante. Et ces gens-là, vous pouvez dire le prix Nobel d'économie, c'est une farce, mais ça a une puissance. Les gens y croient. Et ces gens-là sont reconnus pour avoir dit des choses de cet ordre-là. Et on les décore véritablement. Vive le changement climatique, c'est effroyable. Je voulais ajouter quelque chose. J'avais pris la note. Vous allez voir pour comment ça s'enchaîne. C'est en 1877. Vous savez, je suis anthropologue de formation. Oui, un des grands anthropologues évolutionnistes, c'est Lewis Henry Morgan. Il écrit Morgan. Oui. À cette époque-là un livre qui s'appelle Ancient Society. Et il nous dit, il répand cette division de l'histoire de l'humanité en état de sauvagerie, de barbarie et puis de civilisation. Et il nous dit la chose suivante, c'est sa conclusion de sa définition de l'état civilisé. Partant de zéro dans l'état de sauvagerie, la passion pour la possession de propriété en tant que représentation de moyens de subsistance accumulés domine désormais l'esprit humain parmi les races civilisées. Oui, voilà. Tout est dit. Bah oui, bien sûr. Quand vous dites que je suis un anticapitaliste non encadré, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je peux comprendre que le capitalisme, vous savez, vous vous rappelez ce que disait ce type Holstein, là, qui présidait ESSO Norvège dans les années 2000, il disait le communisme, le soviétisme vient de s'effondrer parce qu'il ne prenait pas en compte les lois du marché. Alors, je suis assez d'accord, sauf que là aussi, il me faut un marché un peu encadré. Sinon, il amène aux inégalités sociales qu'on évoquait tout à l'heure. Il disait, après, Epstein, il disait, en fait, le capitalisme non encadré amènera effectivement au problème que l'on vit aujourd'hui parce qu'il ne tient pas en compte, effectivement, les impacts environnementaux et écologiques. Donc, ce que je dirais simplement, c'est que je ne suis pas un anticapitaliste de base notoire. Je suis quelqu'un qui, sur le capitalisme, pourquoi pas, je dirais, enrichissez-vous, comme disait notre ami, mais je dirais, il faut l'encadrer. L'ultralibéralisme, moi j'ai vécu au Chili, Paul, dans les années Pinochet, j'ai vu comment ces écoles américaines que vous connaissez bien ont détruit l'économie et surtout toute la classe moyenne de mes amis qui étaient professeurs des universités ou qui étaient des agriculteurs, qui avaient un peu de propriété, un peu de terre. Donc encore une fois, c'est où est-ce qu'on met les limites dans le système? Mais un système qui ne met aucune limite en société va forcément s'effondrer. Alors je propose un programme. Et le programme, c'est le suivant, faire revenir les vers de terre, les colamboles et les acariens, et qu'on définisse ensuite ce qu'il faut faire à partir de ça comme programme. Alors, ce que vous me dites, là, c'est bon pour un morceau de sol ou pour une plage. Vous avez vu ce fou récemment, un maire espagnol qui a rempli sa plage d'eau de javel.
Donc, il a flingué toute ce qu'on appelle nous la méiofaune. Hein. Vous connaissez bien ça dans les sols. Il a tout flingué. Il n'y a pas de virus. C'est pareil, j'ai des amis qui travaillent à Paris en ce moment sur le réseau urbain. Ils me disent, Gilles, attends, si on commence à traiter partout à coups de produits très toxiques tout Paris, est-ce qu'on ne va pas affecter la biodiversité qui serait peut-être capable de nous permettre de beaucoup mieux résilier que si elle n'était pas là? Donc, c'est encore une fois un problème de mesure. Donc, pour moi, je suis un farouche défenseur de l'agriculture. Hein. Moi, le monde agricole, pour moi, est essentiel. Je les défendrai toujours. Sauf, ils le savent bien d'ailleurs, hein, il y a un moment où je serai toujours contre eux, c'est quand on tue la vie dans les sols. On ne fera pas l'agriculture avec des sols qui sont morts. Ça, c'est absolument évident. Donc, comment on fait? Même le monde agricole qui était très, comment dirais-je, productiviste, hein, il vient maintenant. Moi, je crois parce que c'est en train de changer en ce moment. Je participe à un grand projet qui s'appelle Vitirève ici à Bordeaux, suppression des pesticides dans les 5 ans qui viennent. On va y venir. Je pense qu'on va réussir sur les fruitiers, sur la vigne. Ce sera plus difficile sur les céréales. Hein. Mais la question, elle est là, c'est tirer parti du vivant, se faire de la biodiversité une alliée et pas être contre elle. Quoi. Sinon, ça ne marchera pas. J'ai une question, j'ai vu une phrase, quelque chose que vous avez dit, et c'est un fait qui me paraît stupéfiant. Pour toutes les grandes catastrophes naturelles, éruptions volcaniques ou tsunamis par exemple, 70% des victimes sont des femmes. Quelle est l'explication de cela? Ben, c'est intéressant. Ça, c'est sorti ce texte, vous le retrouverez, Paul. Vous savez pourquoi il est passé un peu inaperçu? Parce qu'il est sorti au moment de l'attentat du Bataclan à Paris. Hein, on était 2 semaines avant le démarrage de la COP25 à Paris. Et 2 textes sortent d'ailleurs. Il y a eu un texte que je pourrais vous envoyer qui émanait de toutes les femmes sénatrices et à l'Assemblée nationale. Et démontrait effectivement que dans les seuils d'extrême pauvreté, 70% sont des femmes. Et là aussi, ils abordaient cet exemple des Nations Unies qui montrait que dans les grandes catastrophes, les femmes étaient les premières victimes. Pour moi, la première raison, c'est d'abord l'absence d'éducation. Un petit garçon, face à un tsunami, on lui a dit que dès que la vague s'en va, on part en courant sur la montagne. Les petites filles, non, elles se précipitent pour aller ramasser les crevettes dans les mares d'eau. Hein. Et quand la vague géante revient, bah, c'est terrible. Et c'est aussi un problème d'éducation générale. Quoi. Je pense que tout ça, on le combattra, Paul, de façon très importante avec toutes les filles à l'école. Quand Gandhi disait, en fait, éduquer un petit garçon, c'est éduquer une personne, éduquer une petite fille, c'est éduquer une famille. Et là, moi, je l'ai vu. Là, ce matin, là, avant qu'on soit ensemble, je corrigeais mes copies à Sciences Po. Et ma question, ça a été cette année à Sciences Po, vous êtes chef d'État, vous êtes ministre, on vit la crise du coronavirus, là, qu'est-ce que vous faites en priorité le jour d'après? Il y a quelqu'un qui m'a fait une très bonne copie sur la place des femmes, très, très, très intéressante. Hein. J'ai mis une très bonne note parce que c'est tellement vrai. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement affligeant. Vous avez vu ces photos de cette femme récemment qui faisait la queue en Inde pour un accès à quelques grammes de riz, et dont la queue fait que la file de gens qui attend se coupe 3 places avant elle. Elle n'a rien pour son bébé, plus rien. Elle va attendre combien de temps? Je suis désolé, dans un monde qui se jugerait aujourd'hui comme étant un monde. Tout à l'heure, vous parlez du monde à l'image de Dieu. Bah, c'est pas ça du tout. Bah. Comment est-ce qu'on retrouve effectivement cette entraide que j'évoquais tout à l'heure dans le règne vivant? Cette symbiose qu'on a complètement perdue. On peut pas. Moi, je me rappelle cette femme dans le film de Yann Bertrand, vous vous rappelez? Woman, où vous avez cette fille qui décortique du riz. Elle a cette femme, un tas de, je sais pas, plusieurs mètres cubes de riz devant elle. Et quand elle a fini le soir, elle a gagné un bol de riz. C'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est vrai que les femmes sont bien plus, effectivement, déconsidérées que les garçons. Et durant, là, quand on voit le nombre de femmes qui ont été violentées durant ce confinement, aussi, j'ai des amis à moi qui se battent pas entre eux. Lui, chef d'entreprise, elle aussi. C'est elle qui a pâti. Elle me disait, moi, et ben, le soir, quand le soir arrivait, lui, il avait fait son boulot pour son entreprise. Moi, je n'avais pas réussi à le faire parce qu'elle a fait tout le temps à manger. Elle s'est tout le temps occupée des mômes. Elle s'occupait d'éducation aussi, puisqu'elle faisait le boulot du prof. C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Et c'est toujours comme ça. Même en temps normal, les femmes, elles finissent leur boulot de la journée, puis après, il faut qu'elles fassent tout le reste. Et là, il y a un problème de répartition des tâches qui colle toujours pas. Et juste pour enfoncer un peu le clou, je suis allé à France Info la semaine dernière. Il m'appelle. Alors je dis OK, mais j'étais allé à France Culture, j'étais allé un peu partout, à France Inter. Je dis, mais vous savez, vous m'appelez moi, mais ça me gêne un petit peu parce qu'il y avait le matin même le rapport du comité à l'égalité des femmes et des hommes qui était sorti, où ils disent que durant le confinement, 90% des interviews ont été faites par des mecs. Donc, Paul, il y a un vrai travail.
Et quand on parle de la concentration de la richesse, de prendre des mesures pour empêcher ça, pour que justement, pour que cette femme ait au moins du riz, pour que la queue ne soit pas coupée juste devant elle. Dès qu'on soulève cette question, vous le savez, on nous dit oui, mais ce sont les gens à qui il faudrait prendre un peu d'argent. Ce sont ceux qui offrent de l'emploi. Ils vont partir en emmenant les emplois avec eux. Comment peut-on faire sauter cet aporie du chantage à l'emploi qui empêche qu'on résolve ces problèmes? Bon, là, je vous suis entièrement. J'en ai une anecdote avec nos chers syndicats. On s'occupait des boues rouges, vous vous souvenez, là, les boues rouges de Gardanne, quand j'étais au ministère. Eh bien, je suis allé un jour dire, écoutez, il faut qu'on arrête ça, on pollue la Méditerranée, mais ça a été pareil. Nous, non, on va pas arrêter parce que c'est effectivement les dockers de Marseille qui déchargent les bateaux de bauxite qui viennent de Guinée-Conakry. Moi, je l'ai vu sur les élevages intensifs en Bretagne, hein, on disait, bah non, écoutez, donc ça, je suis désolé. Là, il faut un État qui soit plus capable de cogner sur le système parce que c'est pas possible de faire autrement. Vous savez, ça dépend tellement des chefs d'entreprise. Parce que moi, je ne veux pas non plus qu'on dise tout est la faute des chefs d'entreprise, que c'est faux, je ne pense pas du tout. Moi, j'ai écouté des chefs d'entreprise dans, vous savez, Act for Nature, où il y a eu des discours magnifiques de gens qui ne vont pas délocaliser alors qu'ils gagneraient un petit peu au niveau financier, ou de gens qui vont dire, voilà, de quoi ai-je envie? De gens qui soient fiers de travailler pour moi. C'est ça que... Je suis désolé, là, c'est un problème éthique qui me dépasse parce que je ne peux pas concevoir comment, sur le critère strict du gain immédiat, on arrive à détruire ce lien social qu'on évoque ici. C'est pas possible, quoi. Hein. Donc, alors, encore une fois, le type qui va dire, ben, écoutez, moi, je m'en vais ailleurs, et ben, dans ce cas-là, on le taxe tellement au retour de ces produits que ça marchera pas. Vous savez, ils comprennent une seule façon de travailler, hein, c'est le portefeuille, ils ne connaissent pas d'autres. Hein. Ça vous interdisez, ça vous taxez tellement qu'ils feront plus. Il n'y a pas d'autre solution, Paul. Ou alors vous les éduquez pour qu'ils soient mieux capables de prendre en compte ces considérations que j'évoquais tout à l'heure. Moi, j'espère ça au fond de moi-même, mais je suis un gros naïf. Il faut qu'on y arrive, vous avez écrit aussi, à l'origine, l'intranquillité, c'était est-ce que je vais manger ce matin? Et la deuxième question immédiate, est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui? Oui. On est sorti de ce paradigme et on l'a totalement oublié. Est-ce qu'il faudrait, d'une certaine mesure, ou je ne sais pas trop comment, revenir à ce genre de manière de voir les choses? Alors, ce que je vais dire, c'est que j'y répondrai de deux façons différentes. La première, c'est que non, on ne va pas revenir à ça. Un jour aura de quoi acheter ce dont il a besoin pour manger, ou qu'on le lui offrira. Être mangé, bon, à part les cas des requins en ce moment à l'île de la Réunion, c'est plus une question tellement qui est d'actualité, n'empêche que ça se passe là-bas, il faudrait savoir pourquoi. Ça s'est mis en place en moins de 10 ans, là, ces attaques de surfeurs. C'est encore une activité humaine qui a déraillé, qui a fait que ça a recréé des conditions où on s'offre effectivement, comme pour le parasite tout à l'heure, là, aux requins. Non, la question, c'est effectivement aujourd'hui de se dire que gardons au sein de chacun d'entre nous un petit peu d'intranquillité, celle qui était là initialement. Quand Lucie, ben regardez, vous connaissez bien, vous avez fait de la paléanthropologie, bien Paul, il y a 3,2 millions d'années, quand il récupère un morceau de viande sur un cadavre de zèbre abattu par des lions depuis 15 jours, c'est pas simple. Donc heureusement qu'elle a eu de la viande à manger à ce moment-là, sinon on ne serait pas là tous les deux. Et puis en dehors de ça, ce qui est clair aussi, c'est que comment on fait le partage? Par exemple, on me pose souvent la question, vous savez très bien, vous aussi, on vous la pose, est-ce qu'on est en agriculture capable de donner à manger à tout le monde, même à 8 milliards? Oui. Le problème, c'est un problème de répartition en fait de la ressource. Comment on le fait? La question de l'eau aussi. Où est-ce qu'elle est, l'eau du monde? Elle est au Groenland, en plus en train de fondre en ce moment, et en Patagonie, là où il n'y a pas d'humains. Donc, comment est-ce qu'on arrive à prendre tout ça en considération? Et pour ça, il faut laisser un peu d'intranquillité intelligente, hein? Pas d'éco-anxiété. L'éco-anxiété hypertrophiée. Vous savez ce qui se passe en ce moment, Paul? Mes jeunes étudiantes, qu'est-ce qu'elles me disent? On ne fera pas d'enfants. C'est notre échec à nous. Hein. Mais en même temps, je comprends que cette génération-là, et j'ai des enfants qui me disent la même chose. Mais quand on voit des chiffres comme, voilà, il y a les chiffres officiels en France, et il y a 4000 personnes qui sont mortes du Covid, mais en même temps, on nous dit un autre chiffre qui circule, c'est la baisse de la pollution en Chine pendant la période du confinement a fait baisser probablement de l'ordre de 50 000 enfants en moins qui mourront du fait de la pollution. Est-ce que ces chiffres-là sont quand même désespérants? Absolument. Ça nous prouve justement l'inanité de notre développement.
Est-ce que justement le jour d'après ne devrait pas être de penser à un développement différent? Ça relance aussi la tragédie de la croissance. Hein. Vous relisez, vous connaissez bien le rapport Meadows de 72. Il y a également ce joli livre de Gilbert Rist de Sciences Po il y a 2 ans qui s'appelle La tragédie de la croissance, justement. C'est ça qu'il faut relancer dans la discussion. C'est important pour nous. Comment est-ce qu'on fait? Comment on revient à beaucoup plus d'harmonie entre l'humain et le non-humain? C'est ce que je combats en permanence. Comment est-ce qu'on arrive à retrouver cela? Vous savez, un exemple tout bête, Paul, dans mon département des Pyrénées-Orientales, il y a eu en fait bien moins de morts par le Covid que de gens qui se seraient tués sur la route pendant la même période. Hein. Oui. Aussi bête que ça. Hein. Il y a des paradoxes. Il y a quelque chose que vous avez appelé Tchernobyl. Tchernobyl? L'effet de Tchernobyl. Ah oui, moi, vous savez, ça m'a mystifié, parce que comme tous les écologues, tout le monde a été horrifié, ce qui s'est passé là-bas et tout. Et maintenant, c'est super intéressant. Alors, bien sûr, j'eus préféré que ça ne se produise pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été tués sur le moment, puis mais c'est une démonstration, justement, de notre développement à tout crin, sans réfléchir, sans prendre de précautions. Tchernobyl, c'est vraiment des failles humaines qui ont créé cette situation-là. Eh bien, l'homme s'en va, le vivant revient. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a plein d'ours, il y a plein de loups, il y a des chevaux de Przewalski qui ont été ramenés, ils sont heureux comme tout. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème sur place. Quand on y va, on mesure encore de la radioactivité, on voit plein de mutations sur les plantes, des drôles d'orchidées, des tas de trucs, mais n'empêche que c'est bien mieux que là où l'humain est sans radioactivité. Donc, ce que je conclue, c'est que dans toutes les horreurs qu'on peut vivre, c'est la présence humaine qui est la plus délétère finalement. Quoi, hein. Intéressant comme exemple, si vous voulez, à le prendre comme ça. Hein. Oui, bien entendu. Bien sûr, hein. Oui, je voudrais qu'on regarde une photo. Je ne sais pas si Vincent arrivera à nous la montrer, mais la photo en question, elle me conduit à poser, ce sera ma question finale, pour rendre ses chances aux vivants, est-ce qu'il ne faut pas que l'homme cède la place? Moi, je dirais jamais ça. Vous savez, écoutez une petite interview avec Hervé Gardette, que j'aime beaucoup là, à France Culture, il y a 2 semaines. Ça dure 5 minutes. Je vais vous l'envoyer si vous ne l'avez pas. Il m'interroge pendant un bout de temps, un petit peu comme vous le faites là. Puis bon, il va poser la conclusion finale. Il me dit, alors finalement, vous, écologue, Gilles Boeuf, est-ce que vous êtes... Il me rappelait un petit peu notre ami Pacalet. Vous vous rappelez le petit pamphlet de 2006 de Yves Pacalet, l'humanité va disparaître, bon débarras. Ah, oui. Il avait dû voir ça aussi. Et ben non, je lui dis, écoutez, malgré tout ça, plus le temps passe, je prends de l'âge moi aussi. Au départ, moi je suis un pur chercheur de sciences fondamentales, je suis endocrinologue au départ. Hein. Ben non, plus le temps passe, plus j'aime l'humain finalement. Alors ça m'a beaucoup désorienté, mais c'est vrai. Alors comment est-ce qu'on fait, Paul? Donc je dirais jamais que l'homme va... De toute façon, l'homme ne va jamais s'effacer, j'y crois pas du tout. D'ailleurs, je reste encore en considération aujourd'hui que je ne sais pas s'ils vont vraiment changer, tous ces gens dont on parle là. Ce qui est clair, c'est qu'il faut aller vers beaucoup plus de sobriété, beaucoup plus effectivement de consumérisme très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. J'ose espérer que ça va changer. Vous savez, je vais vous amuser un tout petit peu. Durant le confinement, là, j'allais faire mes courses. Et moi, je vais chez Biocop parce que j'aime bien Biocop à côté. Écoutez, c'est le seul relevé que j'avais, c'est Biocop. Ça m'est jamais arrivé pendant un mois, comme seul relevé d'avoir Biocop. Hein. Un petit peu de temps en temps dans le supermarché d'à côté. Ben voilà. Alors, maintenant, est-ce que je vais racheter autre chose? Des bandes dessinées, par exemple, parce que je vais me retrouver avec des livres. C'est tout ça qu'il faut regarder. Donc, non, pas s'effacer. En tout cas, et j'arrêterai là-dessus en vous disant que je suis quelqu'un qui travaille sur la biologie depuis très longtemps et sur les mécanismes de l'évolution. La vie a presque 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. Cette vie, elle a subi les pires avatars possibles et imaginables. Elle a failli disparaître plusieurs fois. Hein. Oui. Et malgré cela, Paul, elle a survécu. Donc, ce que je dirais, c'est que pourquoi elle a survécu? Parce qu'elle s'est adaptée à des conditions extérieures qui changeaient. Là, on est en plein en conditions extérieures. Eh bien, on ne pourra jamais s'adapter si on ne change pas, Paul. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adaptation. On me dit adaptez-vous, oui, mais pas sans changer. Mais la chèvre du Cachemire qui est venue avec des congénères dans l'Anduno au pays de Galles, oui. Et qui a fait ce que nous aurions fait nous si nous avions été dehors, qui a entretenu les haies, elles ont entretenu les haies en mangeant ce qui dépassait. Et nous avons vu ces splendides photos dont vous avez parlé aussi, du vivant, hein, des animaux qui envahissent les villes dès que les hommes ne sortent plus. Oui. Exactement. Avec le danger qu'ils reprennent aussitôt des habitudes qui les mettra en difficulté quand
quand les hommes ressortent. Ouais. Entièrement d'accord. Pour regarder, moi j'aime beaucoup faire des photos d'oiseaux. Alors je le vois très bien, chasse ou pas chasse. Hein. Quand vous êtes dans une réserve, vous les approchez, vous faites des photos merveilleuses. Si c'est une zone chassée, ils s'envolent à 200 mètres. Donc c'est vrai, bien sûr. Ils vont devoir réapprendre. Et d'ailleurs, c'est une raison à la question qu'on me pose souvent. Pourquoi la grande faune mondiale, elle n'est plus qu'en Afrique aujourd'hui, qui est le berceau de l'humanité, en fait. Hein. Mais il y avait des éléphants en Amérique du Nord, il y avait des bêtes, il y avait des marsupiaux de cette taille-là en Australie, il y avait des animaux incroyables en Amérique du Sud. Ils sont tous partis parce qu'ils ne sont pas méfiés de l'humain. Ce petit machin tout mouillé de 40 ou 50 kilos, vous voyez. C'est vrai que la faune sauvage qui en est sortie, c'est celle qui était confrontée aux humains depuis le début. Et quand est-ce qu'ils ont trouvé leur intranquillité? Quand l'humain a inventé l'arme de jet, à distance, en fait. Pour moi, c'est un événement très important dans l'histoire de l'humanité. Oui, oui. Gilles, j'ai fait le tour des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter avant que nous clôturions notre entretien? Non, écoutez, Paul, merci. Moi, j'étais ravi de discuter avec vous parce que on se croit, je suis ce que vous faites aussi, ça me plaît beaucoup. Moi, je suis ravi. On a besoin, vous savez ce que j'appelle, moi, les gens de bonne volonté. Il n'y en a pas tant que ça, qui interviennent et qui sont prêts à s'immiscer dans des choses qui ne sont pas forcément toujours les leurs en plus, mais avec du pluralisme et surtout, bien sûr, de la culture, la transversalité. Donc, dans ces conditions-là, moi, je suis toujours très, très ravi de discuter et d'échanger. Très bien. Moi, je suis très content du fait que si je vous connais, c'est parce que les gens aiment bien nous inviter ensemble quand il y a un ensemble de personnes qui parlent. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Paul, à bientôt. À bientôt. Au revoir.